Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du cycle Univers. Alors, ce cycle, vous le connaissez bien. On a eu la chance d'accueillir parmi les plus grands astrophysiciens, vulgarisateurs, Hubert Reeves, Étienne Klein, Aurélien Barraud et tous les autres. Et puis voilà que l'année passée, les astrophotographes du club n'arrêtaient pas de me tanner en me disant « Ah, t'as vu, il y a Yann Sainty qui a découvert ça, il a fait ceci, moi c'est mon mentor, si je pouvais le rencontrer. » Et toujours ce nom de Yann Sainty revenait en boucle. Je dis, bon, vous savez quoi les gars, on va l'inviter. Et donc, je pense que vous avez une dette éternelle vis-à-vis de nous. Donc, voilà. Alors, blague à part, en fait, ce qu'on a voulu faire ici, c'est que depuis toujours, il y a toujours eu les astronomes amateurs ont toujours beaucoup apporté à l'astronomie. Il y a plein de phases de l'histoire où les amateurs ont fait avancer plus les choses que les pros. Et puis, il y a des amateurs qui font de l'astro pour le pur plaisir. Donc, des fois, c'est pour le plaisir de faire des belles choses, et puis des fois ça peut avoir des contributions, et on peut collaborer avec les pros. Et puis ici on vit une époque qui est assez extraordinaire, parce que la technologie a tellement explosé au niveau de toutes les techniques d'imagerie, de traitement d'image, tout ce qui est aussi réseaux sociaux, groupes de travail, etc., font qu'en fait les gens qui sont vraiment les plus mordus peuvent atteindre des niveaux incroyables qui est absolument impensable il y a quelques années. Alors moi j'en étais resté à l'époque où un amateur d'astronomie, quand il avait une image de la nébuleuse d'Orion, il était tout content. Et en fait, les gens se concentraient sur Orion, Andromède et la masse d'Hercule. Et puis aujourd'hui, les jeunes me disent « T'as vu telle nébuleuse dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Pourtant, j'en ai vu passer des choses. » Voilà. Et donc, on a vraiment voulu montrer à quel point aujourd'hui l'astronomie amateur, elle est richissime, florissante, et qu'il y a des choses magnifiques qui se font. Et donc, Yann Sainty, en fait, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a commencé l'astronomie en fait très tard. Il s'y est mis durant le confinement en 2020. Et aujourd'hui, alors il va bouger tes oreilles, mais il est considéré comme l'un des meilleurs astrophotographes du monde. Il a reçu le prix du meilleur astrophotographe 2023 de l'Observatoire de Londres en 2023. Donc on est très heureux de l'accueillir. Il nous vient de Strasbourg. Et pour le reste, je vais te laisser raconter toute ta belle aventure. Donc on a voulu vraiment qu'il vienne nous raconter comment aujourd'hui on découvre des choses, parce qu'il a fait des très très jolies découvertes. Voilà, je pense qu'il y a des collaborations qui sont déjà en route et qui se mettent en place pour la suite. Donc Yann, tu es ici chez toi. Merci. Et donc bienvenue. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Alors on va éteindre les lumières pour bien voir les images, on va bien en profiter. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, merci beaucoup d'être là. Vous êtes beaucoup, ça fait peur. Je m'appelle Yann Sainty et ce soir, je vais vous raconter la folle aventure de découvreur de nébuleuses que j'ai eu la chance de vivre avec toute une équipe de copains. Donc tout d'abord, je vais vous raconter très rapidement les concepts de base de l'astrophotographie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vous garde un mois. Mais juste pour vous donner les 2-3 bases pour pouvoir appréhender la suite de la conférence et l'histoire. Donc l'astrophotographie, les concepts de base. Concrètement, pour résumer, on peut dire que ça se découpe en trois grandes familles, 3 grandes pratiques. Tout d'abord le nightscape, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est en général le premier point de contact qu'ont les gens avec l'astrophotographie parce que ça nécessite peu de connaissances et peu de matériel. Concrètement, ça consiste en faire des photos de paysages de nuit, idéalement avec la Voie lactée ou des objets qui sont très faibles en luminosité. Et donc pour ça, il suffit d'un appareil photo, un objectif, un trépied, comme vous pouvez avoir chez vous. Il suffit de sortir en été, ça marche en hiver mais il fait plus froid, c'est moins sympa, de viser à peu près le sud, de faire une pause longue, 20 à 30 secondes, et vous avez une photo comme ça qui sort, sans avoir besoin de connaissances et de matériel incroyable. L'étape au-dessus ou après, on va dire, il y a le ciel profond, mais j'y viendrai après puisque c'est le cœur du sujet. Une autre pratique, c'est tout ce qui est astrophotographie planétaire, solaire et lunaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est prendre en photo les planètes, le soleil et la lune. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est une pratique qui est vraiment complexe à part entière et ce n'est pas le sujet ce soir, mais sachez que depuis votre jardin, vous pouvez faire des photos comme ça, avec un peu de matériel, plus qu'un appareil photo, et beaucoup plus de temps et de patience
pour apprendre comment on fait. Et enfin, donc, le ciel profond. Le ciel profond, concrètement, c'est l'astrophotographie d'objets tels que des nébuleuses ou des galaxies. Concrètement, quel matériel il faut pour faire de l'astrophoto? Le plus important, c'est la monture. Concrètement, quand on est dehors et qu'on regarde les étoiles ou le ciel, les étoiles, au cours de la nuit, elles se déplacent. Alors, ce n'est pas les étoiles qui se déplacent, ça c'est notre point de vue terrestre, c'est la Terre qui tourne. Et donc, si on veut prendre des objets en photo tout au long de la nuit, qui se déplacent dans la nuit, il faut pouvoir les suivre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend son matériel, on l'aligne sur l'axe de rotation de la Terre, la monture, elle tourne exactement à la même vitesse mais dans l'autre sens, et ça compense la rotation de la Terre, et ainsi on peut suivre durant toute une nuit les objets dans le ciel. Donc la monture, super important. Après, une lunette ou un télescope, c'est ce qui joue le rôle d'objectif en photo. Une caméra, alors ça peut très bien être un appareil photo classique, sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait du nightscape, les objets sont tellement peu lumineux qu'il faut poser très longtemps pour capturer assez de lumière pour les voir. Du coup, les caméras astronomiques, elles ont été optimisées sur plein de points, notamment elles sont refroidies. C'est-à-dire que quand on pose très longtemps, en astrophoto, on peut faire des poses de 5 à 10 minutes, le capteur il va chauffer, il va commencer à y avoir des défauts comme des pixels chauds, etc. Et le fait de refroidir la caméra, ça va permettre de limiter les soucis à l'acquisition. À côté de ça, on a un système de focalisation. Concrètement, comme pour de la photo classique, si on veut des belles images, il faut faire une bonne mise au point. Mais le matériel, vu qu'il est dehors toute la nuit, il peut y avoir des variations de température qui vont faire que la mise au point elle va bouger au cours de la nuit. On n'a pas forcément envie de mettre un réveil toutes les demi-heures pour aller refaire la mise au point. Donc, on a un système de focalisation qui est motorisé et qui permet automatiquement, avec un logiciel, de détecter si la mise au point elle bouge pour la refaire au cours de la nuit. À côté de ça, on a un système qu'on appelle de guidage. Donc, comme je vous le disais, la monture elle va permettre de compenser la rotation de la Terre pour suivre les astres. Mais la monture, elle peut avoir des petits défauts. L'être humain qui l'a posée par terre, il peut en avoir des gros. Et ça fait qu'il peut y avoir des soucis de suivi. Le guidage, c'est une caméra qui, en parallèle, va en temps réel analyser les étoiles pour compenser toutes les erreurs qu'on a pu faire à l'installation du matériel. Donc le guidage, il permet de suivre toute la nuit en compensant la dérive qu'il peut y avoir. Et à côté de ça, évidemment, un ordinateur pour tout piloter. Et ce qu'on appelle une powerbox, c'est une boîte qui va prendre tous les câblages, alimentation, USB. Vu que la monture, elle va se déplacer dans la nuit, les risques d'accrochage, s'il y avait plein de câbles qui descendent dans tous les sens, seraient énormes. Donc on privilégie de tout brancher sur un seul boîtier avec un seul câble qui va descendre. Donc ça, c'est un setup classique ciel profond. C'est le mien. Ensuite, une fois qu'on a le matériel, il va falloir prendre les photos. Donc concrètement, comment on fait? Comme je vous le disais, c'est des objets qui sont très peu lumineux. Et donc on ne va pas se contenter de pauses de 5, 10, 20, 30 secondes, ni même de pauses de 5 à 10 minutes. Si on veut vraiment avoir du signal qui apparaît sur les images, il faut poser très longtemps. Ça peut être des dizaines et des dizaines d'heures. Sauf que, on est tous d'accord qu'une nuit, elle ne dure pas 20 heures, elle ne dure pas 30 heures. Donc, comment on peut faire pour poser 20 heures ou 30 heures sur un objet? Tout simplement, on va découper notre temps de pause en images unitaires qui sont beaucoup plus courtes, de 5 à 10 minutes par exemple. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de s'affranchir de plein de soucis. Un avion qui passerait, une bourrasse de vent qui ferait bouger le setup, etc. Donc l'idée, c'est de faire le plus possible de pauses unitaires. En haut à gauche, vous avez un exemple d'une pause unitaire de 5 minutes sur la nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du Sorcier. Vous pouvez remarquer que dans les coins, c'est un peu plus assombri. Concrètement, une image brute, elle a encore plein de défauts. Ça, les coins noirs, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Concrètement, un télescope et une lunette, c'est rond. Un capteur de caméra, c'est rectangulaire ou carré. Forcément, dans les coins, il y a moins de lumière qui arrive. Donc, pour compenser ce problème et plein d'autres, on utilise ce qu'on appelle des fichiers de calibration qui vont permettre de corriger plein de soucis, comme je parlais tout à l'heure des pixels chauds, des pixels froids, ou ce genre de vignettage. En dessous, du coup, vous avez la même image, mais qui a subi le pré-traitement, donc sur laquelle on a appliqué les fichiers de calibration. Donc on peut voir que les coins sombres ont disparu.
Et donc l'idée, en astrophoto, le concept de base en traitement, c'est le stacking. C'est de toutes ces poses unitaires de 5 à 10 minutes, de les empiler pour arriver à un résultat qui sera équivalent à 20h52 poses. Donc par exemple, à droite, vous avez une image qui comprend 250 poses unitaires de 5 minutes, donc qui représente 20h52 poses. On peut voir que sur la première image, la nébuleuse du Sorcier, on disait bah ça va, elle est sympa, elle a une belle forme. Et en fait, quand on pose beaucoup plus longtemps, on se rend compte qu'elle a des extensions beaucoup plus grosses. Des objets qui étaient plutôt discrets commencent vraiment à apparaître. Et il y a même des choses, comme ces filaments-là, qui n'étaient pas du tout visibles ou très peu visibles sur une pose de 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple de la clé en astrophoto, c'est de poser longtemps. Plus les objets sont faibles en luminosité, plus on aura besoin de poser longtemps pour qu'ils se révèlent. Ensuite, comme vous avez pu le voir jusque-là, les images elles sont en noir et blanc. Pourquoi ? Pour la même raison que les objets sont très peu lumineux, en astrophoto, on va privilégier des caméras monochromes, tout simplement parce qu'une caméra monochrome, sur un pixel, elle va prendre 100% du signal qu'elle reçoit. Une caméra en couleur, elle va recevoir le signal rouge, vert, bleu qui compose la lumière, et donc va recevoir moins de signal. Donc on shoot avec des caméras monochromes pour optimiser les temps de pause. Et du coup, comment on fait pour recomposer une image couleur ? On a également dans le setup astrophoto, et j'ai oublié de dire juste avant, une roue à filtres avec des filtres. Et ces filtres, ils isolent la bande passante, la longueur d'onde de chaque couleur qui compose la lumière. Donc on a un filtre qui va isoler la lumière rouge, un filtre qui va isoler la lumière verte, un filtre qui va isoler la lumière bleue. Donc on va shooter avec ces 3 filtres. Donc, encore une fois, il va falloir poser longtemps pour avoir chaque couleur. Donc s'il fallait poser 20 heures sur un filtre, si on en a 3, de manière grossière, il va falloir poser 3 fois 20 heures. Et après, une fois qu'on a la lumière rouge, la lumière bleue et la lumière verte capturée, on va la recomposer en l'appliquant sur les 3 canaux de la lumière qui composent une image pour reconstituer une image couleur. Donc à gauche, vous pouvez voir les trois sessions de shoot avec chaque filtre. Et par exemple, là, sur le rouge, on peut voir qu'ici, il y a une zone très lumineuse qui n'est pas du tout visible sur le vert et sur le bleu. Et sur l'image couleur, on voit qu'elle ressort vraiment bien en rouge. Et du coup, un autre gros potentiel de ces filtres, c'est que si on arrive à isoler des couleurs par rapport à leur longueur d'onde, on peut aussi isoler les gaz qui composent les nébuleuses de l'espace avec ces mêmes filtres. De la même façon, du coup, on a un filtre qui isole l'hydrogène alpha, qui est dans la longueur d'onde du rouge, un filtre qui isole l'oxygène 3, qui est dans la longueur d'onde entre le vert et le bleu, et un filtre qui isole la longueur d'onde du soufre. Et donc du coup, en mettant ces filtres, de la même façon qu'on a reconstitué une image rouge-vert-bleu de la lumière visible, on peut utiliser le rouge de l'hydrogène et le bleu de l'oxygène pour les mapper sur le rouge de la lumière et sur le vert et le bleu de l'image pour recomposer une image qui sera non plus représentative de la lumière visible, mais de la composante des gaz d'une image. Et donc sur l'image avant, on voyait le rouge de l'hydrogène et le bleu de l'oxygène. Rien n'empêche de shooter avec les 3 filtres rouge, vert, bleu, parce que par exemple, on peut voir sur l'image RGB ici qu'il y a de la poussière. Les filtres qui isolent l'hydrogène et l'oxygène, ils sont tellement restrictifs qu'ils ne laissent pas passer la lumière des poussières. Et donc, si on n'avait pas shooté du rouge, du vert et du bleu à côté, on n'aurait eu qu'une nébuleuse rouge et bleue sans les poussières qu'il y avait autour. Donc maintenant, on commence à avoir 6 filtres, 20 heures par filtre. On commence déjà à arriver gentiment sur 120 heures de pause pour une image. Donc vous comprenez qu'en astrophoto, les objets sont tellement peu lumineux que pour arriver à une image comme ça finale, il faut poser des heures et des heures et des heures. Donc ça, c'était pour les grandes lignes de l'astrophoto, pour que vous compreniez l'importance des filtres qui vont jouer un rôle décisif dans la suite de l'histoire. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous raconter, c'est une histoire incroyable que j'ai eu la chance de vivre il y a 2 ans, à savoir la découverte de l'arc O3 de M31. M31, c'est la galaxie d'Andromède, elle est ici. Et l'arc O3 qu'on a découvert et dont je vais vous parler, c'est ce gros truc bleu. Et moi, je ne suis pas du tout scientifique, je suis astrophotographe, j'ai 0 connaissance en sciences et ce genre de choses. Donc je suis vraiment là pour vous raconter l'aventure humaine. Le but, c'est de vous raconter de l'intérieur comment l'équipe a vécu les hauts, les bas, et voir que c'était cool, mais c'était éprouvant. Donc déjà, présentation de l'équipe. L'équipe se compose
tout d'abord de l'équipe STDR, donc Marcel Drexler et Xavier Strottner. C'est une équipe de découvreurs super connus, franco-allemandes. Ils ont à eux deux plus de 300 découvertes de nébuleuses planétaires. Et c'est les boss, quoi. Et du coup, je les ai toujours, j'ai toujours admiré leur travail, parce qu'en plus, humainement, ils sont incroyables, toujours prêts à partager leurs connaissances et tout. Donc l'équipe se compose d'eux et de moi. Comment je les ai rencontrés? Donc, comme je te le disais, c'est des monstres dans l'astrophoto. Marcel est à mes yeux le plus courant astrophotographe du monde. Et le côté recherche et découverte qu'ils ont rendu accessible aux amateurs est vraiment incroyable. Donc j'ai toujours admiré ce qu'ils faisaient. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas shooter pour eux. Sauf que moi, ça fait 1 an que je fais de l'astrophoto. Shooter pour eux, je ne me sens pas spécialement légitime de le faire. Donc je me dis, il faut que je leur prouve que j'en suis capable. Donc je mets tous mes projets entre parenthèses, je fais un gros projet. Je leur envoie un peu comme un CV, en me disant, des demandes comme ça, ils devront en avoir 200 par jour. Donc ça ne sert à rien, mais ça ne coûte rien de le faire. Donc je leur envoie un mail avec mon projet, mes motivations, etc. Ils m'ont répondu super rapidement pour me proposer une première collaboration sur cette photo. Donc cette photo représente un grand champ dans la constellation de l'Aigle. L'objet principal et leur découverte, c'est l'objet qui est ici. Il s'appelle STDR Objet 32. Alors STDR Objet 32, c'est le nom officiel d'une découverte. Quand on fait une découverte, il faut forcément l'enregistrer dans un catalogue ou auprès de scientifiques, donc elle a un nom qui n'est pas souvent super glamour. Et les découvreurs, s'ils veulent, ils peuvent leur donner un nom plus sympa. Et donc moi, je n'étais pas découvreur de cette photo, c'est vraiment Xav et Marcel qui l'ont découvert. Mais vu que j'ai shooté pour eux, ils m'ont offert l'opportunité de choisir le nom. Et du coup, elle porte le nom de ma maman. Donc c'est juste trop cool de se dire que dans l'espace, pour toujours, il y a le nom de ma maman. Donc reconnaissance infinie pour eux. Ce qui est intéressant dans ce champ, sans aller trop loin, c'est qu'il y a plein d'autres objets. Et notamment celui-ci, où il était connu, mais uniquement en rouge. Il n'y avait pas de bleu dedans. Donc le bleu, c'est l'oxygène 3. Le rouge, c'est l'hydrogène. Donc on a pu isoler grâce au filtre dont je vous ai parlé. Cet objet était connu aussi, mais on ne savait pas qu'il y avait une boule bleue autour. Et pour la petite anecdote, il y a un demi-pixel ici. C'est Scinti 1. C'est ma première nébuleuse planétaire. Elle est minuscule, on ne la voit pas. Et donc, ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est qu'avec cette image, j'ai compris le potentiel de l'oxygène 3 dans le fait de faire de la recherche. Même des objets qui sont connus, ils ont tellement peu été shootés avec un filtre oxygène 3 qui révèlent des spécificités qu'on n'avait jamais vues avant. Du coup, ça a été un projet super éprouvant. Moi, je vis dans le nord-est de la France, la météo ne nous épargne pas. Il faut savoir que pour faire de l'astrophoto, il faut une nuit sans lune, une nuit sans nuages, une nuit sans brouillard, une nuit sans trop de vent, et que tout ça soit réuni en même temps. Donc autant vous dire que ça court pas les rues. Donc j'ai dû passer 32 nuits pour faire ce projet, pour cumuler 96 heures de pause et plus de 4000 km. Donc une fois que ce projet a été mis en ligne, j'étais en mini-overdose, donc je me suis dit, stop, tu fais une pause et tu lèves le pied. Sauf que les nuits claires sont tellement rares que juste après ce projet, quand il y a eu quelques nuits claires début août, j'ai pas pu les laisser passer. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais qui sera pas fatigant? Je vais aller sur la galaxie d'Andromède, parce que la galaxie d'Andromède, c'est un objet qui est super grand, super lumineux. Donc en astrophoto, il est très facile à photographier. Donc je me suis dit, ça va être le petit projet pépère pour récupérer. Donc c'est parti. Sauf qu'entre-temps, comme je vous le disais avec la photo d'avant, j'ai pris goût à la recherche en fréquentant Xavier Marcel, et j'ai décelé le potentiel des filtres O3. Donc je me suis dit, ça coûte rien de faire une nuit avec le filtre O3 sur la galaxie d'Andromède. Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, parce que mettre de l'oxygène dans une galaxie, il n'y en a pas, ça va être galérer au traitement, passer des nuits dehors pour rien. S'il ne faut pas le faire, essayons, quoi. Du coup, je passe une nuit avec le filtre oxygène 3, sachant que moi, mon rêve secret, c'était de découvrir un autre pixel bleu quelque part, une petite nébuleuse planétaire qui n'était pas référencée, pour avoir Scinti 2. Sauf que, après 3 nuits, donc ça c'est la forme de la galaxie d'Andromède, et tous les points blancs là, c'est des points d'oxygène 3 qu'on a trouvés dans la galaxie d'Andromède. On en a compté des milliers, donc autant vous dire que trouver celui là-dedans qui n'est pas référencé pour l'appeler Scinti 2, le jeu on valait pas vraiment la chandelle.
Donc je me dis, bah, tant pis, ça fera des petits points bleus dans l'image finale, c'est super. Et en plus, je vais même devoir jeter mes données parce que j'ai un souci de flat. Le flat, c'est le fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure pour corriger les coins noirs. Et donc si notre flat est mal fait, au lieu de corriger les coins noirs, il va pouvoir soit l'exacerber ou soit le faire ressortir en blanc. Et du coup, j'ai ce souci dans un coin de l'image, donc je me dis de toute façon, ça sert à rien, je vais jeter les données. Dans le doute, je les envoie à Xav et Marcel, ils ont un regard que j'ai pas, donc ça coûte rien, j'ai passé une nuit dehors, autant étudier le truc quand même. Donc j'envoie ce fichier à Xav et Marcel, et Marcel nous répond, je dois également mentionner un filament O3 très intéressant que l'on peut voir sur la photo, et dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Ça, c'est vraiment la tête que j'ai fait. Parce que si vraiment il y a un truc à côté de la galaxie d'Andromède, ça fait plus de 100 ans qu'on l'observe. C'est l'objet le plus étudié, enfin, c'est la galaxie la plus étudiée, la plus photographiée pour nous. C'est impossible de trouver un truc qui plus est de cette taille à côté de la galaxie d'O3. Donc pour moi, c'est un problème de flat, comme je le dis. Mais bon, ça vaut le coup de vérifier. Du coup, le projet qui était censé être repos, bah, il a été repos une nuit. Et donc ça, concrètement, je le mets en grand parce que c'est quand même assez vertigineux. C'est la toute première photo de l'histoire de l'humanité de l'arc. C'est-à-dire que quand, le matin, je prends mon café chez mon père et que je range le matos dans le jardin, ce que je vois là, je suis le premier être humain à le voir de tout le monde. C'est incroyable. Du coup, je la mets en grand là parce que c'est cool. Donc suite à ça, il a fallu vite revenir sur Terre et vérifier toutes les causes qu'aurait pu créer ce petit arc. La première cause qu'on a voulu éliminer, c'est le reflet d'une étoile. Concrètement, une étoile qui est très lumineuse dans le ciel, elle peut faire des reflets sur le télescope ou sur la lunette et générer ce genre d'artefact. Donc pour vérifier que ce n'est pas ça, concrètement, on prend un cadrage un tout petit peu différent, on déplace les étoiles dans le champ. Si l'arc qui se déplace, c'est que ça vient vraiment d'une étoile. S'il est exactement au même endroit par rapport à la galaxie, c'est que ça ne vient pas d'une étoile. Première conclusion, ce n'est pas dû à une étoile. Ensuite, si une étoile qui a des millions de kilomètres peut faire un reflet sur un télescope, je vous laisse imaginer le lampadaire ou la terrasse du voisin. Donc concrètement, il a fallu prendre le matériel, aller à plein d'endroits différents pour vérifier de la même façon que l'arc ne se déplaçait pas. L'arc, ou le voile comme on l'appelait à l'époque, est toujours présent. Donc c'est plutôt bon signe. Après, si on veut un peu de rigueur, il peut aussi y avoir des soucis propres à mon matériel. Donc la première chose à faire, c'est de constituer une équipe de vérification avec le plus possible de gens à des endroits différents, à des dates différentes, avec des matériels différents qui vont shooter. Donc pour ça, on a fait appel aux copains un peu partout dans le monde, Nicolas Martineau, Christophe Vergne en France et Brett Falls et Sean Walker aux États-Unis. Ils ont tous les deux accepté de nous offrir des nuits de test, alors que les nuits étaient rares pour eux aussi. Et donc sur toutes les images qu'on a reçues, l'arc ressort toujours au même endroit. À partir de là, on a commencé à se dire, c'est pas possible, ça peut pas être un artefact, il y a vraiment quelque chose. Du coup, il y a quelque chose, c'est bien, mais en tant qu'astrophotographe amateur ou même qu'amateur tout court, on ne peut pas faire une découverte et juste dire je l'ai découvert et c'est comme ça, quoi. Il faut forcément qu'une équipe scientifique fasse un papier scientifique dessus pour l'étudier. Et de toute façon, nous, on a besoin de réponses. On ne peut rien affirmer juste parce qu'il y a un endroit un peu plus foncé sur une de nos photos. Donc c'est pareil, des professeurs du monde entier se sont réunis en équipe pour étudier la chose. Donc on leur envoyait nos données, ils les étudiaient. Et au bout d'un certain temps, la réponse est tombée. Ils nous ont confirmé que le voile existait. Donc à cet instant, on sait qu'il existe. On n'a aucune idée de ce que c'est. On ne sait pas s'il est dans notre galaxie, s'il est dans la galaxie d'Andromède, on ne sait rien. On sait juste qu'il est là et qu'il va falloir le shooter et acquérir plus de données pour les professeurs. Donc du coup, la première chose à faire, ça a été de vérifier la taille de l'objet. Un peu basiquement, on s'est dit, si c'est un arc, potentiellement, c'est juste un segment d'un cercle, donc l'objet est énorme. Et ça serait super dommage de passer 100 heures à shooter pour se rendre compte qu'on n'a qu'un bout de l'objet dans le cadre. Donc pour ça, rebelote, on a refait des centaines de kilomètres pour aller dans le sud de la France où il faisait un peu meilleur pour shooter. Et à partir de là, ça a vraiment commencé à devenir un mode de vie, quoi. On respirait, on mangeait
On mangeait M31 donc dans la voiture, dans les restaurants gastronomiques, dans les champs, partout M31, M31, et on pensait qu'à ça. Une fois qu'on a défini le cadrage, on se rend compte que ce n'est pas un cercle, c'est vraiment qu'un arc, donc on a scanné toute la zone, il n'y a rien autour. On peut définir le cadrage final de la photo. Ici, vous avez le cadrage final qui se compose en fait de deux images. En fait, la galaxie et l'arc sont tellement grands que ce rectangle-là, c'est le champ que j'ai avec mon matériel. Et pour que les deux rentrent ensemble, il a fallu faire ce qu'on appelle une mosaïque, c'est-à-dire shooter en deux parties et recombiner les données derrière. Double champ, double temps de pause. 120 x 2, 240 heures. Ça commence à être stressant. Et donc, autant vous dire que si l'arc, il avait fait ça, j'aurais même pas pu le photographier, ça n'aurait pas été possible. Donc ça aurait été super excitant que ce soit un cercle complet, mais c'est quand même beaucoup plus pratique que ce soit juste un arc. Donc une fois que le cadrage a été défini, c'est reparti pour un marathon de shoot. Donc moi, je vis en appartement, donc ça veut dire que chaque fois que je veux shooter, je prends mes 30 kg de matériel, je descends 2 étages, je charge ma voiture, je prends un PV au passage si je me suis mal garé, je vais au milieu d'un champ, je passe la nuit à dormir à la belle étoile, je rentre le matériel, je rentre chez moi et je vais travailler. Donc du coup, ça a été à nouveau super éprouvant. Il a fallu faire plus de 5000 km juste pour shooter cette photo sur 22 nuits. Ça, c'est pas le plus glamour, mais concrètement, il a bien fallu faire des petits tableaux pour suivre un peu les sessions de shoot. On ne fait pas la course aux heures de shoot, mais c'est super important quand on envoie des données au professeur qu'on les quantifie derrière. Il faut qu'il sache ça, voilà, ça fait 3 nuits qu'on shoot, il y a tant d'heures, il y a tant d'heures. Donc, mine de rien, il n'y avait pas que les temps où on est d'heures à shooter, il y a aussi toute la gestion de l'équipe, la gestion des plannings, la gestion du suivi et tout. Et c'était super chronophage aussi, quoi. Donc en parallèle de ça, on envoie les données au professeur qui continue l'étude. Il y a des premières hypothèses qui commencent à apparaître quand on arrive à placer l'arc par rapport aux différents courants stellaires connus autour de M31, mais toujours aucune réponse possible à ce moment-là. Et concrètement, il nous demande régulièrement des données. Donc en plus de quand on shoot, il faut aussi des fois arrêter le shoot pour donner des données particulières au professeur. Évidemment que mentalement, c'est pas simple, et physiquement non plus. Passer 22 nuits à dormir dans les champs et bosser le lendemain, c'est super compliqué. Mais en plus de ça, il y a un gros stress mental qui commence à arriver. C'est que M31, comme je dis, on la shoot depuis plus de 100 ans. Personne n'a jamais vu cet arc, mais dans notre tête, c'est sûr à 100% que quelqu'un va sortir la photo là maintenant. Et même si ça fait 3 mois qu'on bosse dessus, si quelqu'un publie le papier avant nous, c'est eux les découvreurs. On n'est rien, on n'a rien. Alors on ne l'a pas fait pour rien, on l'a fait pour déprimer. Parce que là, je vous avoue que ça serait très très compliqué. Donc on est super stressé par ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe tout le peu de temps dispo qui nous reste à étudier toutes les images de M31 qui sortent et voir si on voit un petit voile bleu dans un coin. Donc c'est vraiment la fatigue physique de shooter, mais une fatigue mentale qui est gigantesque, quoi. Quand arrive enfin la dernière nuit, donc après 3 mois de shoot, et même la dernière nuit, ça a été un enfer absolu, il y avait des nuages, on a galéré à avoir les 2 dernières heures qui nous manquaient, c'était horrible. Heureusement, on avait à manger et à boire, et un tournevis. Donc une fois que ma partie du job est finie, à savoir acquérir les données, tout est envoyé à Marcel, qui s'occupe du traitement. Et donc même pour lui, qui est un boss du traitement, ça a été un vrai défi, parce que déjà, il y a une vraie contrainte scientifique. C'est une découverte, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'image. L'astrophoto, c'est de la photographie, c'est un art. Chacun fait ce qu'il veut et personne n'a rien à dire. On sait que l'hydrogène, il est rouge, l'oxygène est bleu. Demain, quelqu'un veut sortir une photo où l'hydrogène est rose, l'oxygène est vert. J'ai le droit de ne pas aimer, mais je n'ai pas le droit de dire c'est pas ça. C'est un art, l'astrophoto. Sauf que là, quand il y a une dimension scientifique qui entre en jeu, on ne peut plus parler d'art et on est obligé de respecter certaines conventions. Donc Marcel a dû faire évoluer ses techniques de traitement. Et rien que le traitement, ça a demandé des dizaines et des dizaines d'heures.
Donc l'avantage qu'on a de shooter avec des filtres différents, c'est qu'on peut traiter chaque gaz séparément. Donc à gauche, vous avez la photo finale avec uniquement l'hydrogène alpha. Donc là, on voit bien qu'ici, il n'y a absolument rien. Donc l'arc, il est constitué uniquement d'oxygène. Et à droite, la photo uniquement en oxygène. À chaque étape du traitement, Marcel, évidemment, il nous envoie des aperçus. Et à chaque fois, c'est vertigineux parce que certes, il y a l'arc qui se dessine, mais même la galaxie d'Andromède, elle révèle des nébuleuses, des choses qui sont incroyables. Donc c'est génial. Pour info, cette version-là, c'est la galaxie d'Andromède en RGB, donc en rouge, vert, bleu. Donc c'est la lumière visible. C'est la représentation classique qu'on a quand on fait de l'astrophoto d'Andromède. Là, c'est si on ajoute au rouge, vert, bleu l'hydrogène. Et là, c'est si on ajoute au rouge, vert, bleu l'oxygène sans l'hydrogène. Et arrive enfin le moment tant attendu de l'image finale, où concrètement, on est resté, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur l'ordi à juste la regarder, parce que là, on ne se rend pas compte, mais on peut vraiment zoomer très 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 fort dans l'image. L'avantage du fait que c'est une mosaïque, c'est que la résolution, elle est 2 fois plus grande qu'une photo normale, donc on peut zoomer 2 fois plus dedans, et on peut vraiment se promener dans les petites nébuleuses et tout de la galaxie. Et donc l'image, déjà, c'est pas un art, mais même artistiquement, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'elle respecte les données scientifiques des objets qu'elle contient, mais en plus, elle est magnifique, quoi. C'est trop beau. Mais, comme je vous le disais, tant que le papier scientifique n'est pas publié, tout peut arriver. C'est-à-dire que nous, on a la photo qui est finie, on a l'arc, on sait qu'il est là, on a la photo, et on ne peut rien faire. On ne peut pas en parler, on ne peut pas la diffuser tant que les professeurs n'ont pas fini de rédiger le papier. Donc, en attendant, il faut qu'on s'occupe, l'esprit surtout, et donc on prépare la publication de l'image et les annonces. Ce qu'on veut surtout faire, c'est essayer d'avoir un contrôle sur comment va être diffusée la découverte. On sait que ça va être quelque chose d'assez costaud et qu'il va y avoir beaucoup de retentissement, et qu'il peut vite y avoir des détournements ou des interprétations qui sont faites. Et nous, on veut pas que on veut que ça soit bien précisé et clair que c'est des amateurs qui l'ont trouvé. Il y a un papier scientifique, mais on veut pas que la presse commence à dire nouvelles, découvertes des scientifiques, machin. On veut vraiment que ce soit les amateurs qui soient au cœur de la découverte. Et du coup, le meilleur moyen de faire ça, c'est de tout anticiper, de nous-mêmes faire ce que je détestais faire à l'école, des communiqués de presse, des choses comme ça, pour vraiment avoir le contrôle dessus, donc des teasers vidéo, des textes et des visuels d'illustration, etc. Arrive enfin le jour J où on peut diffuser la photo. Malheureusement, on est tous un peu partout en France ou en Allemagne, on ne peut pas être ensemble. Mais les premiers retours déjà de la communauté astro et astrophoto sont incroyables. Alors beaucoup crient à l'intelligence artificielle parce que c'est impossible d'avoir un truc aussi gros à côté, machin et tout. Mais ça, on s'était préparé. Mais les retours, dans leur majorité, sont incroyables de bienveillance, etc. Et en termes scientifiques, il y a eu un attrait qui a été vraiment incroyable. Des équipes dans le monde entier qui ont commencé à l'étudier avec des télescopes de 10 mètres de diamètre, des trucs incroyables. Et à côté de ça, c'est là aussi où a commencé... Alors, les proches ont toujours été fiers de voir qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, mais en gros, ça fait des mois qu'on leur dit « Il se passe un truc là, c'est pas mal, quoi. Il va se passer un truc. » Ils disent « Oui, il se passe un truc. » Ils se doutent qu'il se passe un truc, mais ils ne peuvent pas concevoir, et c'est normal, l'ampleur de la chose. Et quand ils ont vu que dès l'instant où ça a été publié, les retours, même dans des médias plus mainstream, pas dédiés à l'astronomie et tout, ont commencé à en parler, tout le monde a réalisé, et même nous, je pense qu'on a réalisé l'ampleur du truc à ce moment-là, quoi. Donc suite à ça, une des plus belles journées, c'était dans le cadre du concours Astronomy Photographer of the Year du Royal Museum de Greenwich de Londres. Ils ont voulu faire un petit reportage sur nous, et pour la première fois, l'équipe a pu être réunie physiquement. Et du coup, c'était juste trop bien d'être enfin ensemble, de laisser retomber la pression, d'être ensemble, et surtout d'avoir une équipe de tournage qui vient immortaliser ça pour garder des souvenirs incroyables. Donc ça a vraiment été une journée super cool. Ensuite, évidemment, l'image elle a fait le tour du monde, que ce soit dans des livres, dans des expositions.
dans des musées en Californie, à Hong Kong, etc. Et c'est trop cool de savoir que son image, elle fait le tour du monde, mais ce qui est encore plus cool, c'est un peu le message qui est derrière ça. Concrètement, l'arc, la galaxie d'Andromède, plus généralement l'astrophoto, les nébuleuses, les galaxies, on ne crée rien, nous. On n'est pas les créateurs de ça, on les immortalise et on les donne aux gens qui n'ont pas le temps, pas la patience, pas l'envie de faire de l'astronomie. On les rend accessibles. Nous, on est juste des passeurs, on ne crée rien. Et d'avoir tous ces médias-là pour faire tourner cette image aux yeux de tous, eh ben, c'est juste une opportunité qui était incroyable. Donc la voir partout, c'était... tout était génial, de toute façon, vous avez compris. Hein, et du coup, comme je disais, ce qui était aussi super intéressant, c'est que ça a touché un public non astro. Par exemple, passer sur France Info, une grande chaîne d'infos généralistes en France. Et en bas à gauche, il y a même une question dans Qui veut gagner des millions allemands où, alors je parle pas allemand, mais je crois qu'en gros, c'est qu'a découvert l'équipe de Marcel, etc. Et il y a où se trouve la découverte faite par l'équipe de Marcel dans la galaxie d'Andromède, sur l'autoroute. Et je crois qu'il y a un jeu de mots, parce que nébuleuse en allemand, ça veut dire brouillard, ou c'est le même mot. Mais c'est fou de se dire que dans un Qui veut gagner des millions, il y a notre découverte, quoi. Ouais. Donc concrètement, à l'instant où je vous parle, les recherches scientifiques continuent. On ne peut toujours pas dire ce que c'est. On n'en a aucune idée. Notre équipe pense que ça se trouve dans la galaxie d'Andromède, et que c'est une friction entre la galaxie d'Andromède et les courants stellaires qu'il y a autour. D'autres équipes ont publié des papiers disant que selon eux, c'est dans la Voie lactée. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus petit, mais c'est beaucoup plus proche de nous, donc ça donne cette impression de grandeur. Mais pour l'instant, personne dans le monde n'a apporté la preuve sur ce que ça pouvait être. Et du coup, l'arc a un peu volé la vedette, mais dans l'image, il y a aussi deux choses qu'on n'avait jamais observées dans M31, donc deux découvertes. Le petit pilier bleu, là, enfin petit, il fait quelques millions de kilomètres, et la fleur bleue, donc encore une fois en O3, en oxygène 3. C'est vraiment le fait d'avoir shooté cette galaxie avec un filtre oxygène 3. Tout le monde disait de ne pas le faire, du coup on le fait, il y a un gros arc autour, il y a un pilier bleu qui sort et il y a une grosse fleur. Donc c'est quand même incroyable de faire 3 découvertes en une image. Et donc ces objets-là sont aussi actuellement étudiés par des scientifiques. Et j'espère qu'on aura bientôt des réponses dessus. Donc suite à ça, on s'est reposé. Et ensuite, on a eu envie de partir pour de nouvelles aventures. Donc on s'est concentré sur une catégorie d'objets qui nous fait rêver. C'est les rémanents de supernova, qui seront appelés SNR dans le reste comme supernova remnant. Et donc les rémanents de supernova, c'est quand une étoile, elle meurt, elle explose, elle envoie la matière dans l'espace, et avec la friction, etc., ça ionise des gaz qui deviennent rouges, bleus, hydrogène, oxygène et tout. Donc le gros défi, ça a été de mutualiser des setups. Donc moi, quand je fais une photo avec mon setup, c'est facile, j'ai mon champ, j'ai mon image, avec ma résolution. Sauf que si on fait des projets à plusieurs, eh ben, il y a plein de matériels différents avec des résolutions différentes. Donc il a fallu réussir à jumeler tout ça. Plus on est à shooter, plus on doit faire des gros tableaux, et plus ça prend de temps. Un vrai travail qui est la conséquence de la mutualisation de setups différents, ça a été la fusion de ces données. Comment on mélange des données qui n'ont pas la même résolution. Et enfin, Marcel a dû, pour chaque objet, carrément revoir complètement son traitement pour s'adapter, parce qu'à chaque fois, c'était de plus en plus complexe. Mais ça sera plus parlant avec des images. Donc le premier rémanent de supernova qu'on a découvert, c'est SNR G107.5-5.2. Donc ça, comme je vous le disais, à chaque fois, découverte scientifique, il y a le nom de référence. Et après, l'équipe peut lui donner un surnom qui est vachement plus sympa. Je vous expliquerai après pourquoi ce surnom. Donc la nébuleuse des Néréides, c'est ça. Donc c'est un gros rémanent de supernova. Donc ça veut dire qu'une étoile a explosé et a vraiment envoyé tous ces gaz dans l'espace. Et les professeurs, après, en fonction de la vitesse de déplacement des gaz et de tout un tas de choses, sont capables de dater la date de l'explosion de l'étoile, sa taille, sa masse, et un tas de trucs complètement vertigineux.
Donc pour ce projet, on est parti Marcel et moi avec le professeur Fezen pour le lead scientifique. Et nous ont rejoint Nicolas Martineau, Richard Galli et Bray Falls, donc une équipe internationale. La grosse particularité de ce SNR, c'est qu'il se trouve dans un endroit ultra prisé des astrophotographes, qu'on appelle les endroits touristiques. Donc, dans la constellation de Cassiopée, là, vous l'avez à taille réelle, dans le ciel. Si vous aviez des yeux bioniques, vous pourriez le voir de cette taille. Et donc, quand je dis que c'est un endroit très photographié, c'est qu'il est à côté de la nébuleuse de la trompe d'éléphant, du lion, la pince de homard. Et donc, là, il est pareil, à l'échelle, à sa position réelle. Donc, ce qui est assez vertigineux avec cet objet, c'est qu'il a été shooté. Il est sur le champ de plein de gens, c'est sûr, parce que cette zone, elle est très shootée. Donc, ce qui a fait son attrait, outre le fait que c'est un bel objet, c'est vraiment sa position. Donc, une histoire rapide, on ne va pas rentrer autant dans les détails que pour l'Arc, mais Bray a réalisé un grand champ entre les constellations de Cassiopée et de Céphée. Il a remarqué une structure oxygène 3. Encore une fois, l'oxygène 3 est à l'origine de la découverte. Ensuite, du coup, suspicion de découverte, on monte une équipe pour scanner la zone, pour définir la taille de l'objet, etc. Et une fois qu'on a réuni toutes les infos sur l'objet, on repart pour un marathon d'imagerie. Donc, la nébuleuse des Néréides, concrètement, c'est probablement au jour de sa découverte, parce que ça a déjà bougé entre-temps, le plus grand SNR découvert par des amateurs, puisqu'il fait 3 degrés. Donc la taille apparente, c'est 6 fois la taille de la pleine lune. Je vous montrais tout à l'heure sa position dans le ciel. Vu que c'est des tailles qui sont difficilement... Enfin, c'est super difficile de se projeter en années-lumière, en millions de kilomètres. On parle de taille apparente, et on se base sur ce qu'on connaît le plus, c'est la Lune. Donc concrètement, depuis la Terre, quand on regarde dans le ciel, cette nébuleuse fait la taille de 6 pleines lunes côte à côte. Donc c'est quand même assez costaud. Et donc ce projet a nécessité 260 heures de pause depuis 3 continents. Et je vous parlais des fichiers, des images brutes. Là, il a fallu 3559 brutes, sans compter les fichiers de calibration. Donc pour une image comme ça, on arrive à des téras et des téraoctets de données, quoi. Le traitement, j'en parlais, il a fallu faire évoluer nos méthodes. Donc pour ça, bien entendu, maintenant, l'intelligence artificielle joue un rôle prépondérant dans les traitements. Alors pas du tout pour créer des données, parce que ça serait de la triche et ça serait super nul, mais pour optimiser ce que l'humain ne peut pas faire aussi bien, quoi, tout simplement. Donc notamment en ce qui concerne la réduction de bruit. Donc il faut savoir que c'est, comme je le disais depuis le début, c'est des objets qui sont tellement peu lumineux que pour réussir à faire sortir le signal, il faut quand même qu'on tire un peu sur les curseurs. Et du coup, forcément, quand on tire sur les curseurs sur l'exposition, eh ben, il y a du bruit, le fond de ciel, il n'est pas noir, il y a des résidus. Donc c'est ce bruit qui est l'ennemi de l'astrophotographe. Et du coup, avec l'intelligence artificielle, on arrive à partir de ce bruit-là pour une image qui est super lisse. Alors on arrive, Marcel arrive. Moi, j'y arrive pas. Et donc l'intelligence artificielle, on s'en sert pour ce genre de choses, mais surtout, à chaque étape où elle intervient, on vérifie les données en zoomant à 200% pour s'assurer qu'il n'y a pas un seul bout de détail qui a été ajouté. On veut vraiment que l'intelligence artificielle nous aide, mais ne crée aucune donnée. Et de toute façon, vu qu'il y a découverte scientifique, les données seront vérifiées après, donc ça serait complètement con de tricher là-dessus. Et donc pour le choix du nom, eh ben, on n'a pas été chercher bien loin, comme beaucoup de constellations, de nébuleuses, etc. On est resté dans la mythologie grecque. Donc les Néréides, c'est des nymphes de la mer qui sont connues pour leur beauté. Cassiopée, un jour, s'est vanté que sa fille était beaucoup plus belle que les Néréides, et ça a généré tout un tas d'histoires que vous pourrez retrouver dans la mythologie grecque. Et donc forcément, notre émergente supernova est dans la constellation de Cassiopée. Il y a des grands filaments bleus, un peu comme des vagues, nébuleuse des Néréides. Donc ensuite, comme je vous le disais, on est dans un endroit qui est super photographié. Pourquoi un objet aussi grand n'a jamais été découvert ? Il faut savoir que les rémanents de supernova, la majeure partie sont découverts par des professionnels parce qu'ils sont découverts dans les surveys radio. Les surveys, c'est des données satellites qui sont mises à disposition de tout le monde. Vous pouvez les télécharger en rentrant chez vous si vous voulez.
elles sont accessibles. Déjà ça, je trouve ça incroyable qu'on ait tous accès à des données qu'on nécessitait des milliards pour être acquises. Et du coup, les surveys radio, c'est les ondes radio. Donc c'est en dehors du spectre visible, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Les ondes radio, si on prend une photo, même si on fait 100 000 heures de pause, on verra rien. De plus, cette zone, elle a été très photographiée par les astrophotographes, mais très très peu visitée par les astronomes professionnels. Et enfin, petit détail, apparemment ce SNR, il émet en dehors des ondes radio couvertes par les surveys et les satellites. Donc du coup, on se dit, ok, c'est en radio, on ne peut pas le voir, mais on le voit quand même sur notre photo. Donc pourquoi c'est pas apparu avant sur des astrophotos amateurs? Tout simplement 260 heures de pause, à moins d'être 5 pour les acquérir, sous un très bon ciel, on voit rien. Et il faut avoir aussi conscience que le traitement sublime l'objet pour le rendre beau. En vrai, il est beaucoup plus discret que ça. Et je vais entrer dans les détails du traitement après. Donc ensuite, le deuxième rémanent de supernova que l'équipe a découvert, SNR G209.8-8.2, qu'on a surnommé Atlas. Donc sensiblement la même équipe, avec à chaque fois des personnes qui s'ajoutent en fonction de leur disponibilité, de leur envie, etc. Si tout à l'heure, je vous disais que c'est dans une zone très touristique, pour Atlas, c'est 1000 fois pire. Orion, c'est la constellation star du ciel en hiver. Tous les astrophotographes la shootent des heures et des heures. Et le fait qu'il soit positionné juste à côté donc, de la constellation d'Orion, mais aussi de la nébuleuse d'Orion, et entre la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de la Rosette, qui sont deux objets ultra photographiés, ça reste encore une fois assez incroyable qu'il y ait ce genre d'objets dans des endroits aussi shootés qui sont encore découverts. Histoire rapide de la découverte, c'est un peu la même histoire. Marcel, donc, comme je vous dis, il a accès aux données radio qui sont en libre accès. Il les étudie, il remarque une structure, il fait un premier test en hydrogène, rien de concluant. Un an plus tard, Bray refait les mêmes tests en O3 toujours. Il trouve une petite zone qui semble correspondre aux zones radio trouvées par Marcel. Et donc fin 2023, rebelote, on remonte une équipe pour shooter cet objet. Je vous parlais tout à l'heure de la complexité de travailler en équipe. Donc ça, c'est le tableau de suivi des sessions de chacun. Et surtout là, c'est les cadrages de chacun. Donc comme je vous le disais, chaque setup, en fonction de sa lunette, son télescope, a une focale, donc un zoom différent, une taille de capteur différent. Et donc la plus grosse difficulté avant le projet, c'est de définir le cadrage de chacun. Nous, notre parti pris dans l'équipe, c'est qu'on va partir pour des centaines d'heures de pause. Il ne faut absolument pas que quelqu'un soit un peu à côté ou n'ait pas l'objet dans son entièreté. Donc on a pris le parti d'avoir une seule personne qui gère les cadrages de tout le monde. Il récupère les données techniques de tous les setups. Il prépare les cadrages et il donne des coordonnées à chacun. Donc ici, il y a plein de couleurs différentes. C'est parce que l'objet est tellement grand que même à plusieurs setups, c'est des mosaïques. Donc là, on a un champ en jaune qui aura une mosaïque de 2. On a un champ en rose qui aura une mosaïque de 2. Mais on peut voir que le champ blanc, il a moins de chance, il en a 4. Donc lui, il va devoir shooter 2 fois plus que les autres. Et donc ce travail préparatoire, il est super important. Parce que, comme je disais, si on va passer 200 heures à shooter un objet, il faut s'assurer qu'on a tous bien visé, quoi. Et donc le nom, on est resté dans la mythologie grecque. Donc Atlas, c'est le titan qui porte la voûte céleste sur son dos. La voûte céleste, c'est une boule bleue qui ressemble à peu près à la nébuleuse qu'on a trouvée. Et en plus, c'est la personnification donc, des montagnes de l'Atlas marocain. C'est là où est mon matériel actuellement, et c'est là où la majeure partie des données ont été acquises. Et donc, en honneur aux montagnes de l'Atlas qui nous accueillent, aux gens qui nous accueillent là-bas, on a donné le nom Atlas à ce rémanent de supernova. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, quand je disais que l'arc avait été beaucoup diffusé, nous, on se donne un peu le devoir de vulgariser le plus possible nos images et pour les rendre accessibles à tout le monde. Et ça passe par ce genre de petits schémas. On parlait tout à l'heure de taille apparente. Donc pour chaque image, on essaye de faire des textes, mais les images, c'est beaucoup plus parlant. Donc par exemple, Atlas, il a la taille apparente de 4 pleines lunes. Et on fait aussi des illustrations pour expliquer un peu le concept, je vous ai expliqué au début, de décomposition d'une image pour ses couches. Donc là, avec la couche de l'hydrogène alpha,
là la couche de l'oxygène, et là la couche RGB pour avoir les poussières. Et des fois, sur les images, il y a des petits bonus. Notamment là, si on revient sur l'image globale, vous pouvez voir en haut une grosse boule et en bas une plus petite. Et ben, c'est deux nébuleuses planétaires qui ont déjà été découvertes. Ce pas des découvertes à nous, mais qui n'ont jamais été photographiées. En effet, du fait qu'il y ait des surveys, donc des données satellites disponibles à tout le monde, demain, quelqu'un il peut ne pas avoir de télescope, pas avoir de matériel, il a un ordi, il télécharge les données des satellites, il joue un peu avec, il repère quelque chose, il dépose un dossier, et ben, il peut découvrir une nébuleuse planétaire sans jamais avoir fait d'astronomie ou toucher un télescope. Alors, je ne sais pas si eux n'ont jamais fait d'astronomie, mais en tout cas, ça n'avait jamais été photographié. Et du coup, ce n'est pas une découverte, mais ça reste la première image de ces nébuleuses. Et donc, on peut aussi ces données les envoyer à l'organisme qui recense les nébuleuses planétaires pour appuyer la découverte et aider à spécifier si vraiment c'est une nébuleuse planétaire ou pas. Je vais juste revenir rapidement là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit passer un peu tout et n'importe quoi maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc 2-3 exemples de nous, comment on s'en sert dans le traitement de nos données. Donc je vous ai parlé de la réduction du bruit. Ensuite, alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais on est parfois obligé de jouer sur l'intensité des objets. C'est-à-dire que cette image-là, elle est réaliste du SNR. Celle-là, elle est réaliste de la nébuleuse planétaire au-dessus, mais par contre, la dynamique entre les deux, la luminosité entre les deux n'est pas réaliste. Notre découverte est infiniment plus faible en luminosité que la nébuleuse planétaire là. C'est-à-dire que si on avait voulu faire une image 100% réaliste de ce champ-là, soit on avait la nébuleuse planétaire qui apparaissait comme ça, et le rémanent de supernova, il était quasiment invisible, ou soit on avait le rémanent de supernova qui était comme ça, et ça aurait été une grosse boule blanche surexposée. Et donc chaque fois qu'on fait ce genre de manipulation, on le précise bien dans le descriptif. Nous, le but, c'est avant tout la découverte, mais quand il y a d'autres objets à côté et qu'on est obligé de jouer sur leur luminosité, on le dit, on ne déforme pas le matériel, dans le sens où l'image de la nébuleuse planétaire, elle est juste, l'image du rémanent de supernova est juste, mais les deux côte à côte n'ont pas la même luminosité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et qu'on précise. Ensuite, les étoiles, vous voyez qu'il peut y avoir sur une image énormément d'étoiles, et du coup, on doit procéder à ce qu'on appelle une réduction d'étoiles, pour faire déjà des belles étoiles, mais surtout qu'elles ne polluent pas trop le signal. Donc souvent, surtout quand on est proche de la Voie lactée où la concentration d'étoiles est gigantesque, on doit réduire la luminosité des étoiles pour optimiser la lisibilité de l'objet qui est derrière. Et enfin, du coup, l'intelligence artificielle, comme je vous disais, pour la réduction de bruit, et encore une fois, je le précise, tout est vérifié, 100% des données sur nos images sont réelles et rien n'a été ajouté par l'IA. Et je vous épargne la dernière ligne qui est plus technique, où en gros, même si un filtre hydrogène, il isole la longueur d'onde de l'hydrogène, il y aura toujours la lumière résiduelle rouge de la lumière visible qui se mettra dedans. Et donc on peut, par des formules, retirer le rouge du visible de la longueur d'onde de l'hydrogène pour avoir de l'hydrogène ultra pur. Et ça, c'est une technique qui est assez récente et qui va aider à faire beaucoup de découvertes par la suite, du coup. Donc ça, c'était pour les grands SNR. Et pour finir, je vais parler de deux, trois autres découvertes, plus par leur contexte, et plus pour montrer que n'importe quel astrophotographe dans la salle ou en devenir peut découvrir dans ces images des découvertes. La première, donc, c'est Martino Cinti objet 1. Donc, vous l'aurez compris maintenant, ça c'est le nom scientifique plus enregistré, parce que c'est une découverte faite avec mon copain Nicolas Martino. Et le nom public, c'est Angelos Nebula, donc en hommage au papa de Nicolas. Concrètement, vous avez ici une bulle bleue et au milieu une étoile. Donc l'étoile, c'est Camelopardalis, on l'appelle Cam entre nous, c'est plus simple. On sait qu'en 98, elle a produit une éruption qui a injecté de la matière dans l'espace. Et du coup, bêtement, on aurait pu se dire, c'est la bulle là. Et en fait, non. L'explosion de 98, on ne la voit même pas sur l'image, elle est encore collée à la photo.
Nous, notre découverte, c'est une explosion qui a eu lieu il y a entre 1500 et 2200 ans et qui a généré du coup cette bulle autour. Et en gros, ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est que ça, c'est la photo globale de l'objet. Et depuis le début, je vous dis, les découvertes, c'est des objets qui sont super peu lumineux, il faut poser super longtemps pour les voir, etc. Mais en fait, il y a un autre cas de figure où ça peut être quelque chose de lumineux. Alors lumineux, on s'entend, hein, c'est pas un lampadaire, mais à l'échelle des autres objets du champ, on va dire. Et en fait, si ça n'a pas été découvert, c'est tout simplement parce qu'on pourrait se dire logiquement, donc ça c'est un grand rémanent de supernova, on peut se dire tout simplement que le rémanent il passe ici, il va là, il descend là, il fait une boucle et il continue là. C'est de l'oxygène, c'est le même gaz, donc c'est la même couleur, c'est la même intensité. Donc il a fallu vraiment voir l'image globale, creuser, aller chercher des données sur l'étoile centrale, avoir déjà un peu le recul de se dire c'est quand même vachement circulaire, il y a quand même une vachement grosse étoile pile au milieu, quoi. Il y a quand même beaucoup de caractéristiques qui font que cette petite partie, elle est bizarre, quoi. Et donc, ça a bien été une découverte. Donc, ça veut dire que ce rond-là n'est pas du tout lié au filament qui passe à côté et qui passe même derrière ou devant, d'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, l'idée, c'est que même dans vos astrophotos, vous pouvez avoir des découvertes qui sont visibles juste parce qu'on peut croire que ça se fond avec un objet dans son voisinage proche. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple-là. Un autre exemple, c'est un potentiel Herbigaro. Je dis potentiel parce qu'il a été envoyé à l'université de Hong Kong. Les premiers tests sont très très encourageants, mais tant qu'il n'y a pas la preuve officielle scientifique, on ne peut pas dire que c'est un objet Herbigaro. Donc il y a toutes les caractéristiques, on en est quasiment sûr, mais tant que ça n'a pas été prouvé, c'est un potentiel objet Herbigaro. Un objet Herbigaro, c'est les étoiles très très jeunes qui éjectent des gaz dans l'espace, et en entrant en collision avec le milieu interstellaire, ça produit donc ces jets lumineux-là. Donc l'étoile centrale, c'est celle-là, et l'objet Herbigaro, c'est ce jet lumineux ici. Et je voulais vous montrer cet exemple-là parce que ça, c'est l'objet. Ça, c'est si on dézoome un peu, si on dézoome plus, et si on a l'image, et là, c'est l'image finale. Donc concrètement, l'objet, c'est une pétouille de pixels par ici, quoi. Et donc, celle-là, je vous l'ai montrée pour les astrophotographes. N'hésitez pas à étudier vos photos en zoomant à 200%. C'est possible d'avoir des objets qui sont invisibles en résolution normale, alors que si on zoome à 200%, alors c'est long, hein, parce que zoomer à 200%, il faut étudier portion par portion, c'est super chronophage, mais si vous avez un attrait pour la découverte, la meilleure solution, c'est d'étudier vos images, parce qu'il peut y avoir un objet comme ça ou une nébuleuse planétaire. Et il faut savoir que, admettons, je n'ai pas fait cette étude-là, je publie mon image, je la mets en ligne, quelqu'un va l'étudier à ma place, il remarque l'objet, s'il est réglo, il me contacte en disant « Yann, j'ai étudié tes trucs, regarde ça, qu'est-ce que t'en penses, viens, on dépose la découverte ensemble ». Mais par contre, il a à 200% le droit, alors pas d'utiliser mon image parce qu'elle m'appartient, mais il repère les coordonnées de l'objet, il prend son petit télescope, ou son gros, il le shoot, et il dépose, et c'est lui qui a fait la découverte, et moi je peux ne jamais le savoir, quoi. Alors c'est pas grave, ça arrivera toujours, mais quand on a cette appétence pour la découverte, et de savoir qu'on en a loupé une dans ces images et que quelqu'un l'a trouvée sans nous le dire, je pense que ça peut bien foutre les boules, donc n'hésitez pas à zoomer à 200% dans vos images, parce qu'il peut y avoir des belles surprises, quoi. Et le dernier objet, c'est une découverte toute récente, on l'a publiée il y a 2-3 semaines, peut-être un mois. Je vous la montre parce que c'est une nébuleuse de nature inconnue. Donc c'est possible qu'il y ait des nébuleuses qui soient ni des rémanents de supernova, ni des nébuleuses planétaires. Elles sont tout simplement de nature inconnue jusqu'à ce que quelqu'un veuille l'étudier. Donc pour l'instant, c'est une nébuleuse de nature inconnue. Nous, on pense que donc la nébuleuse de nature inconnue, c'est vraiment ce qui est bleu autour. Le petit truc bleu beaucoup plus lumineux au milieu, c'est une nébuleuse planétaire NGC 7094. Et donc nous, on pense quand même que ce n'est pas une coïncidence, c'est que l'étoile qui est à l'origine de la nébuleuse planétaire est aussi à l'origine de cette nébuleuse. Et donc l'idée ici, c'est de montrer encore une fois qu'on peut, ça c'est le champ global, donc concrètement, on avait fait une photo de l'amas globulaire M15 ici, donc tout le monde sait qu'il y a des poussières, tout le monde sait qu'il y a de l'hydrogène derrière, donc tout le monde le shoot avec les filtres HA, etc.
Mais maintenant, pareil, si vous faites de l'astrophoto et que vous avez la chance d'avoir assez de nuit, je peux que vous conseiller, à chaque objet, faites une nuit avec un filtre Oxygène 3, parce que là, l'objet, il est quand même gigantesque, quoi. Et il amène quand même une sacrée dynamique à l'image, quoi. Donc le filtre O3, c'est vraiment, je pense, la clé pour faire des découvertes en 2024. Il y a déjà des gens qui sont en train de faire des surveys complets, de scanner le ciel en O3 et tout, donc c'est vraiment le moment pour tenter des choses. Et cette image en est encore un bon exemple. Et du coup, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais on dirait quand même beaucoup la tête d'un dragon. Et du coup, on l'a surnommé la nébuleuse de Shenron, le dragon de Dragon Ball, parce qu'avec l'œil et tout, c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc voilà, donc pour conclure, l'aspect scientifique, la recherche, la découverte et tout, c'est vraiment quelque chose de vertigineux. Mais si vous avez la chance de pouvoir le faire en équipe, avec des gens qui vous soutiennent quand ça va pas, avec des gens avec qui partager quand ça va, mais tout est sublimé fois 1000. Donc si vous avez la chance de le faire en équipe, faites-le. Et surtout, les amateurs, ayez conscience qu'on a un rôle incroyable à jouer dans la science. On a une force de frappe, entre guillemets, de temps de nuit, de télescope que les professionnels n'auront jamais. Et certains professionnels l'ont compris, d'ailleurs, on bosse maintenant vraiment en étroite collaboration avec eux. Donc si vous avez un télescope chez vous, que vous faites de l'astrophoto, n'hésitez pas à sortir un peu des sentiers battus, parce que c'est vraiment... Alors il y a une part de chance, on ne va pas se mentir, hein, mais c'est accessible aux amateurs. Sortez votre filtre O3, visez des endroits qui ne sont pas trop visités, et allez-y, c'est vraiment accessible à tous, et c'est une aventure incroyable derrière, donc n'hésitez pas. Et avant de finir, c'est l'instant promo. Alors c'est pas pour moi, j'ai rien à gagner, mais on vient de sortir ce super livre-là, qui fait 256 pages. Donc Voyage au bout de l'univers, c'est le cosmos, donc observé par les amateurs et décrypté par les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 photos faites par des amateurs, décryptées par des scientifiques professionnels qui amènent leur bagage scientifique. Et c'est surtout un livre pour découvrir l'astronomie avec des belles images. C'est pas du bourrage de crâne. Et tous les amateurs et professionnels qui ont participé l'ont fait bénévolement. Et tous les bénéfices sont reversés à la Société astronomique française pour promouvoir l'astronomie. Donc c'est bientôt Noël, si vous n'avez pas d'idée, ça fait en plus une bonne action pour l'astronomie. Donc n'hésitez pas. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, ça donne envie, hein. Merci beaucoup, J'espère. c'est exceptionnel. Alors, qui se lance pour première question? Oui, Quentin. Merci Yann. Du coup, tes découvertes, elles ont été faites essentiellement de toi. Je ne t'apprends rien en parlant du soufre. Est-ce que tu shootes aussi en S2 pour essayer de trouver d'autres choses? Alors, moi, j'avoue que mon filtre soufre, on l'a bien vu, j'en parle même pas, je l'ai mentionné vite fait, je l'utilise pas beaucoup. En termes de découverte, ça dépend des caractéristiques des objets en fait. On sait que dans les rémanents de supernova, il y en a, mais c'est pas en shootant du soufre que d'un coup il y a le rémanent qui va apparaître. C'est important d'en shooter pour avoir les données à la fois scientifiques, parce que ça va être un critère qui va permettre de le classifier en rémanent de supernova. C'est important pour l'image parce qu'il va apporter des gaz en plus, donc tu auras des autres couleurs, etc. Mais il ne sera pas vecteur de la découverte. C'est pas un jour tu vas shooter le ciel avec un filtre soufre. Déjà, il est très proche de l'hydrogène, donc il va falloir réussir à le détacher, etc. C'est pareil, toutes les découvertes quasiment ont de l'hydrogène, alors sauf certaines comme l'arc, mais déjà de l'hydrogène, il y en a tellement partout que de l'hydrogène sur l'hydrogène, il ne ressortira pas. Alors que l'oxygène, il est bleu, il ressort vachement mieux et tout. Donc le filtre soufre, il est utile pour classifier des découvertes, mais ça me semble complexe de dire je me lance dans un scan du ciel en soufre pour découvrir quelque chose. Mais je sais pas ce qu'on dit qu'il faut pas le faire, qu'il faut le faire. Donc c'est peut-être justement là où il peut se passer un truc.
Oui. Riche invention, que tout ça, une technique extraordinaire que tu as exploitée, que tu as inventée. Est-ce que ça pourrait servir pour la découverte d'exoplanètes, par exemple? Est-ce que ce serait une technique à peu près la même Alors je sais que la découverte d'exoplanètes, je ne sais pas exactement comment ça marche, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Les filtres, je pense, ma modeste connaissance, n'ont rien à voir dans le côté exoplanète, puisque c'est plus des mesures de variation de luminosité quand elle passe devant son étoile, etc. Mais par contre, on peut participer à la science en exoplanète avec son matériel amateur. Il y a des sites qui référencent tous les transits qu'il va y avoir avec les coordonnées, il suffit de pointer, on récupère la courbe, on l'envoie. Donc on peut tous les astronomes qui ont du matériel peuvent participer à la recherche d'exoplanètes. Alors peut-être pas en découvrir, parce que ça je ne sais pas comment ça marche, mais par contre renforcer les données pour consolider certaines exoplanètes, ouais, c'est possible. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé, c'était super. Je suis étonné d'un truc, c'est que le filtre O3, comme vous dites, c'est quand même un filtre dans la lumière visible, et que quand même beaucoup de satellites utilisent la spectroscopie pour analyser vraiment toutes les lumières, et notamment la lumière visible. Et pourquoi on n'a pas... Pourquoi ça sort seulement maintenant? Pourquoi des filtres O3 existent alors, pour les amateurs, alors que normalement, je suppose que c'est quand même analysé dans toutes les longueurs d'onde de la lumière par les professionnels? Et donc il y a quelque chose qui m'étonne et qui m'épate là. Voilà. Est-ce que vous savez expliquer? Alors j'aurais pas de réponse absolue à ça, parce que comme je disais, je suis pas scientifique, mais à mon avis, la réponse à ça, c'est tout simplement les champs qu'on a. L'arc, il fait la taille de M31. Il n'y a pas un seul satellite professionnel qui peut couvrir ce champ. Un satellite professionnel, il va lui avoir un micro-truc ici, et c'est un objet qui est tellement diffus que pour qu'il pose sa raie pour faire son spectre à l'endroit où c'est lumineux et tout, et puis je pense surtout que j'affirme rien parce que je ne sais pas du tout comment ça marche, mais que ça coûte tellement cher de pointer un satellite pro dans l'espace quelque part, qui ne peuvent pas faire ce que nous, les amateurs, ont fait, je pointe là et puis je vois ce qui se passe, quoi. Donc je pense que c'est une question de champ et de temps disponible surtout. Et c'est en ça que les amateurs ont des armes qu'auront jamais les professionnels. Mais à l'inverse, on a du temps et des grosses focales, des petites focales, et du coup on ne pourra jamais rivaliser avec eux pour avoir du détail, pour aller prouver les choses. Nous, on peut juste montrer des chemins, et je pense que c'est ça qui explique qu'en tout cas les découvertes dont on parle ici sont passées sous les radars de grands satellites. Mais encore une fois, j'ai aucune connaissance là-dedans, donc je ne vais pas dire de bêtises, c'est juste mon ressenti. Félicitations pour Merci. pour toutes ces observations, c'est magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans toutes ces suppositions, un effet de l'antigravitationnel qui J'en ai aucune idée. déforme un peu l'image que tu as mise en évidence? Alors, j'y connais rien, donc je suis incapable même d'avoir un avis, contrairement à la question précédente. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, donc je dis rien. Non, je ne sais pas, je suis désolé. Pas de souci, pas de souci. D'autres questions? Oui, Guillaume. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. On m'entend? Merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. Je me demandais, est-ce que les photos que vous faites avec tous les astrophotographes sont disponibles sur un catalogue en ligne libre d'accès? Ouais. Ou comment est-ce qu'on peut y accéder? Ouais, si, alors il existe Astrobin, c'est un peu le grand site de référence où la majeure partie des astrophotographes mettent leurs photos. Donc c'est un lien en ligne, je pourrais vous donner le lien à la fin si vous voulez. Merci. Et une autre question, lorsque vous faites des photos, je vois que vous voyagez 4000 km, vous restez en Europe, je suppose. Même en France. Même en France, il y a des zones vraiment clés où on aime rester parce que le ciel est pur, il n'y a pas de nuages, il y a peu de pollution lumineuse. Forcément, c'est partir le plus loin de la pollution lumineuse, aller là où la météo est le meilleur, donc c'est souvent le sud de la France. Puis là où on m'accueille, parce que pour la petite anecdote, quand je contacte des Airbnb pour aller shooter, alors bonjour, votre jardin il est bien à l'abri des regards, il est bien pas éclairé, je passe pour un cambrioleur en repérage, quoi. Donc,
Donc à un moment, il faut déjà que les gens acceptent qu'il y ait quelqu'un qui installe du matériel dehors et tout. Mais c'est surtout la clé, c'est le... Même plus que... Là, la météo était tellement pourrie que c'était un critère supérieur à la pollution lumineuse. L'avantage avec les filtres là aussi, c'est qu'ils sont tellement restrictifs qu'ils permettent un peu de s'affranchir de la pollution lumineuse. Donc on peut être un peu moins exigeant là-dessus. Mais moi, là, c'était juste du ciel clair. C'était juste ça qu'il me fallait. Donc le critère, c'était qu'il fasse beau, quoi. C'est tout. Merci. Ouais. Ce qu'on fera, c'est quand la vidéo sera mise en ligne, on mettra le lien vers ta page Astrobin en dessous. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Votre question? Oui, attends, désolé. Oui, c'est donc une petite question, c'est pour savoir en fait si tu es astronome amateur à la base ou si tu étais un photographe à la base. Moi, je ne te connais pas du tout. Donc, Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc J'étais vraiment un 2020. confiné. J'étais un confiné et j'avais un jardin. Je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas, mais j'ai jamais eu d'attrait spécialement pour l'astronomie ou la photo. J'avais même pas d'appareil photo. Et je me suis dit, pourquoi pas, acheter un télescope, regarder un peu la Lune, etc. Et un soir, du coup, je le fais, je pointe sur Saturne. Révélation, je vois les anneaux. Je me dis, waouh, mince, je suis tout seul, tout le monde dort, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, puis j'essaye maladroitement de prendre une photo de ça. Évidemment, le résultat, il est tout pourri. Donc, Google, prendre une photo avec son télescope, c'était fini. Là, j'ai découvert des choses qui dépassaient l'entendement, et c'était le début de la fin. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu, mais votre arc que vous avez découvert, Oui. Vous l'avez appelé comment? Alors lui, on lui a pas donné de surnom volontairement. Il a qu'un nom scientifique pour qu'il soit le plus universel possible et que chacun puisse un peu se projeter dedans. Parce que quand on met un nom, même si c'est un nom issu de la mythologie, pas forcément le nom d'un proche, etc., en hommage, il y a forcément une interprétation et tout. Et celui-là, il y avait une vraie volonté de se dire c'est tellement énorme, il faut qu'il soit à tout le monde, on n'a pas le droit de le nommer. Donc il n'a pas de nom, c'est pour ça. Je ne l'ai pas dit. C'est vrai que Alors une autre question, c'est, je ne comprends pas très bien, c'est quand vous dites, vous avez dit seulement, vous avez un champ global, ok, et n'hésitez pas de zoomer pour essayer de découvrir, etc. Admettons, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas un scientifique, vous découvrez par exemple un point, et vous dites, ça peut être une découverte. Sur base de quoi? Parce que c'est tellement... Ouais. Par exemple, Bien sûr. votre arc, c'est un grand objet céleste, mais quand vous trouvez un point, vous basez sur quoi pour vous dire ça peut être une découverte? Vous avez une base de données ou vous allez Tout chercher... à fait, ouais. Alors ça dépend, il y a plusieurs bases de données en fonction des objets. Il y a une base de données des rémanentes supernova, une base de données des nébuleuses planétaires. Donc, admettons, je zoome dans une image, je vois ce que je pense être une petite nébuleuse planétaire. Avec ces coordonnées, je peux aller les soumettre aux bases de données et ça me ressort si dans ce périmètre ou à ces coordonnées il y a quelque chose. Ensuite, ce que ça me sort, je l'étudie pour voir si la forme, la taille correspondent et tout. Et après, si jamais il n'y a aucune correspondance, je monte un dossier dans le cadre des nébuleuses planétaires, donc à planetarinebulae.net, qui est le site de Pascal Ledieu en France pour soumettre les découvertes de nébuleuses planétaires. On soumet un dossier et il est accepté ou pas. Mais il y a des bases de données de tout maintenant, toutes les découvertes et tout. Donc après, il peut aussi y avoir le cas de figure où quelqu'un l'a découvert la semaine d'avant, elle n'est pas encore référencée. Mais dans ce cas, c'est la date de dépôt du dossier qui fait foi, ou alors les autorités peuvent dire est-ce que vous voulez vous mettre d'accord, à une semaine près, vous l'avez découvert ensemble, c'est pareil et tout. Donc, mais ouais, tout est référencé dans des bases de données qui sont totalement publiques et qu'on peut consulter. On se base uniquement sur les coordonnées de la découverte pour voir s'il y a quelque chose de connu ou pas à cet endroit-là. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Ça fait rêver, hein, ça c'est clair. Mais donc la question est toujours de savoir si cet Arc 3 fait partie d'Andromède ou est dans la Voie lactée. Et donc on se dit, si ça fait partie d'Andromède, potentiellement il y a d'autres Arc 3 autour d'autres galaxies. Est-ce que tu as eu l'opportunité de sonder d'autres galaxies où il y avait éventuellement un arc qui était également présent? Ouais, rien à signaler. Non. J'espère revenir pour en parler un jour, mais... Déception. Bon, après, il y a tellement... Ce qu'il y a, c'est qu'Andromède, elle est très grande. Les autres, elles commencent à être très petites.
avec mon matériel, j'aurais pas la résolution suffisante pour résoudre des filaments aussi fins. Mais le peu de tests que j'ai fait sur M33, etc. Peut-être poser plus alors. On a reçu il y a quelques semaines François Hammer qui est spécialisé dans M31 parce qu'il a étudié dans toutes ses coutures et lui il me disait nous on pense que c'est dans notre galaxie à nous. Ouais. Ouais, il y a vraiment plein de papiers qui sont sortis, il y a plein d'hypothèses, mais j'ai hâte de savoir. Une autre question ou remarque? Je la posais moi. Je suppose que toi et tes copains, vous êtes en train de projeter quelque chose encore de plus dingue. Vous avez un rêve, un scoop ou bien une cible sur laquelle vous avez envie de travailler pour l'instant? Là, on vient de commencer un nouveau rayonnement de supernova qui fait, avec donc exactement le même matériel qu'avant, et qui fait 9 panneaux, donc qui est 4 fois plus grand. Donc qui va demander un travail gigantesque. Après, des rêves, c'est juste, ça continue, de rencontrer des gens, de partager ça et de pouvoir continuer. J'ai pas envie de faire plus, j'ai juste envie de continuer à vivre ça à fond avec des gens et de partager, quoi. Que ça continue. Super. Voilà, alors, je pense qu'on va arrêter ici. On va remercier Yann. C'est moi et qui si vous vous remercie. voulez poser des questions, merci beaucoup. C'est super.